Bien. Alors, le titre sera bref, puisque la communication est censée l'être aussi, donc du satellite au sismographe, et ces quelques réflexions poursuivront les analyses que j'ai développées autour du même thème tout récemment dans un article pour le numéro spécial de la revue L'Esprit créateur, le roman contemporain au détriment du personnage, dirigé par René Audet et Nicolas Xanthos. Donc je les remercie doublement de leur fidélité qui relève ou bien du bon goût ou bien de l'obstination. On en jugera sur pièce. Alors la mesure de l'humain se transforme imperceptiblement et avec elle ce que ce simple mot recouvre, une matière événementielle, des contenus existentiels, des contours culturels, des substrats symboliques. En littérature, les angles et les focales, les échelles et les réglages qui assurent cette mesure se modifient également. Deux approches retiendront mon attention. Certaines écritures romanesques jouent d'une perspective satellitaire, tout à la fois mobile, panoptique et panoramique, restituant des mouvements d'ensemble à même l'espace où ces mouvements se déploient. D'autres écritures, au contraire, cultivent une approche sismographique, soucieuse de capter à la source des états d'intimité en les sondant au plus vif, au plus opaque aussi de leur manifestation. Dans les deux cas, des personnages sont représentés comme des êtres au monde selon une mise en perspective distincte. Et par là même, ce sont, me semble-t-il, les postures d'un humanisme, entre guillemets, nouveau siècle, que ces différents dispositifs fictionnels engagent peut-être. Via ces refontes, la mesure du phénomène subjectif se penserait moins en termes désormais classiques d'intersubjectivité, l'un des grands apports philosophiques et esthétiques du roman moderne au XXe siècle, qu'en termes plus fluides de transsubjectivité. Alors, le corpus que j'ai retenu, en raison même de ses possibilités, de sa diversité, portera sur des romans de Patrick Deville, de Belinda Cannon et de Marie-Hélène Lafon. Ce sera aussi une occasion pour moi d'évoquer ces œuvres qui attirent peut-être moins le regard, l'attention qu'un certain nombre d'autres œuvres de l'immédiat contemporain. S'il fallait un terme pour penser les scénographies actuelles du personnage romanesque, c'est peut-être celui de déplacement qui s'imposerait. La place, à la fois situation et cadre, localisation et assignation, la place de l'être au monde et du personnage au texte est en litige. Ensemble de gestes et de postures, de sensations et d'humeurs, de sentiments et de pensées, leur humanité figurée, loin de tenir à quelques caractéristiques types dont ils incarneraient un avatar, se mesure à une incomplétude, au flux et au reflux d'une charge psychonarrative qui les affecte comme à titre d'esquisse permanente. Leur être au texte épouse les devenirs parallèles d'histoires tracées par les mots, mais irréductibles à eux, se déplaçant par glissement hors de ces seuils et se situant donc ainsi en phase avec une mesure nécessairement fluente de l'être. C'est un entrelac de micro-récits lacunaires qui forment une fiction dans La Nuit du Chien de Marie-Hélène Lafon, publiée en 2001, ou qui déborde d'un livre à l'autre, autre mais pourtant toujours même, chez Patrick Deville, captant ou essayant de capter la grande histoire planétaire du XXe siècle, ou encore dans L'adieu à Stefan Zweig de Belinda Cannon, dont l'écriture allusive décompose une pauvre et nécessaire histoire individuelle, tout en situant sous tension l'une, l'histoire collective, en abîme de l'autre,
l'histoire individuelle. Alors, Patrick Deville dissémine de la matière historique éruptive, révolution, coup d'État, dictature, dans une suite d'ouvrages qui se font subtilement écho. Pour Avida, en 2004, La tentation des armes à feu, en 2006, Equatoria, en 2009, Kampuchea, en 2011, Peste et choléra, en 2012. Une humanité dont chaque personnage détient une fraction, chaque récit de vie exprime une identité, y est saisi à même la toile planétaire, intégrée dans des réseaux d'événements dont le télescopage, les chocs, les contre-coups valent pour seule histoire collective. Dans ce polysystème romanesque, chaque roman semble contenu en creux dans celui qui le précède et projeté en relief dans celui qui le suit. Et à cette composition éclatée correspond une vision de l'histoire elle-même explosée. L'objet ambitieux de ce travail, dresser un certain état du monde à la fin du XXe siècle, conduit à un constat sans appel. La philosophie des Lumières, ses systèmes de valeurs, ses avatars idéologiques et ses applications politiques successives ont orienté les grandes lignes d'une histoire du monde entre le XVIII et le XXe siècle, histoire dont nous sortons, et la carte de ce monde, parfois même ses territoires, se déplace avec et depuis cette sortie. Le dispositif littéraire ainsi conçu recoupe donc un travail de perlaboration propre à la mémoire historique quand elle établit des liens de causalité entre des séries d'événements dispersés dans le temps et l'espace, mais dépendant d'un même foyer de détermination élémentaire, en l'occurrence les grandes insurrections incarnées par un leader charismatique, qu'il se nomme Simon Bolivar ou Che Guevara, ou par un chef délirant, qu'il soit guidé par la folie douce d'un William Walker ou la folie froide, la folie sans furie d'un Pol Pot. Cette mémoire prismatique reconstitue avec une précision fascinée les cheminements d'aventuriers rebelles nourris d'idéaux révolutionnaires, mais rappelle aussi comment les dérivés historiques et géographiques de la philosophie des Lumières ont constitué, à l'âge moderne, des dérives idéologiques monstrueuses. Et quelle humanité naît alors avec un nouveau millénaire dans le désenchantement d'elle-même, sur les décombres d'une certaine histoire, et selon quelle dynamique géopolitique encore difficilement perceptible et sur quelle carte encore difficilement lisible. Posée simultanément en termes globaux, l'espèce, le monde, l'histoire, et en termes locaux, l'individu, le pays, la vie, la biographie, c'est la mesure intellectuelle de l'humain qui se transforme imperceptiblement et ce que ce simple mot lui-même recouvre au présent. Enjeu proche pour Belinda Cannon, dont le premier roman, édité en 1990 sous le titre « Dernière promenade à Pétropolis », vient d'être réédité l'année dernière sous celui de « L'adieu à Stefan Zweig » aux éditions du Seuil. La fonction du personnage recoupe dans les romans de Belinda Cannon souvent la figure d'un passeur, dans ses romans, dans ses essais également. C'est le cas dans ce roman qui pose en ouverture de la dernière décennie du XXe siècle la question de ce que j'appellerais une mémoire saine, c'est-à-dire une mémoire active,
qui résiste à l'oubli, mais aussi une mémoire fluide, qui refuse le ressassement mortifère, le ressentiment par rapport à son propre passé historique, c'est-à-dire en quelque sorte la haine de soi. Le passeur, en l'occurrence la passeur, est un personnage dans ce roman, donc est un personnage de jeune femme, à l'aise dans son temps, les années 1990. Elle est aussi celle qui décide, sans raison apparente, de mettre en récit les derniers jours de Stefan Zweig, réfugié au Brésil en 1942 et assistant de loin à la chute d'une civilisation, cette Mitteleuropa dont il fut, à l'image d'un Freud, d'un Klimt ou d'un Thomas Mann, l'une des personnalités emblématiques jusqu'à son suicide. La particularité du récit est d'enchasser une perspective satellitaire dans une unité de mesure sismographique. Le roman des derniers jours de Stefan Zweig est inséré en abîme d'un roman autre qui porte sur les circonstances intimes de sa composition par une narratrice contemporaine de la fin du XXe siècle, avec lequel elle vit en parfaite harmonie, cette fin de siècle, et que littéralement d'ailleurs elle épouse en la personne d'un homme qu'elle aime. Alors il y a ce bonheur de surface, et donc ce bonheur contemporain, l'écriture analytique qui prévaut dans cette première ligne romanesque en mesure toutes les inflexions, y compris ces lignes de fuite, parmi lesquelles le besoin irrépressible éprouvé par ce personnage narrateur de mettre à jour sa propre mémoire civile, de réécrire la page d'un passé antérieur à sa naissance, afin de pouvoir, et ses contemporains avec elle, tourner la page du siècle, puis peut-être en ouvrir, en écrire une autre. Cette question du vivre-écrire, ouvrir le nouveau siècle, avec un regard arrière porté sur les années sombres de celui qui s'achève, obsède, on le sait, la dernière décennie littéraire du XXe siècle, les années 1990, et aussi celle qui ouvre le XXIe siècle. Dans ce roman, la perspective satellitaire renvoie au regard de surplomb qui rend possible l'évocation de la fin de vie de l'écrivain autrichien, avec une prise de hauteur progressive du plan intimiste au plan historique, du plan historique au plan spéculatif, de la figure culturelle que représente Zweig à la civilisation humaniste qui fut la sienne, mais aussi aux forces inconscientes, aux puissances de la mort qui travaillèrent cette civilisation dans les années 1920, 1930, 1940. Avec la figure de Zweig, c'est cette vieille Europe qui s'effondre alors même qu'elle atteint culturellement son acmé. Comment le degré d'humanité le plus élevé, l'intelligence civile la plus affinée, coïncide-t-il comme un corps et son ombre avec celui d'une perversion autodestructrice, cette thanatopraxis par laquelle une civilisation, via le nazisme, programme son suicide en sombrant dans quelque chaos, c'est-à-dire en désécrivant son récit d'histoire, humanisme et progressisme en étant les moteurs. Alors, cette question se projette dans une image à l'intérieur du livre, une image, me semble-t-il, très intéressante, celle des sculptures de Michel-Ange, donc quintessence de la puissance et de la beauté humaine, taillées à même les pierres et les roches d'une grotte dans les jardins du Boboli à Florence, et donnant l'exacte impression d'émerger d'une masse primitive, toujours susceptible
de les happer, de les rattraper et de les réduire à leur matière informe d'origine. De même, pour toute civilisation, que seule une mémoire équilibrée peut, au fil de récits qui l'entretiennent, sans pour autant l'hystériser, aider à aller ailleurs, à aller de l'avant. Ainsi, certains romans, comme celui-ci, opèrent-ils un acte, me semble-t-il, un acte de conversion proche de celui par lequel les anciens, dans les tragédies antiques, transformaient des Érinies, déesses de la colère et de la malédiction, garantes d'un passé inaliénable dont l'emprise préemptait le futur, en des Euménides, déesses de la conciliation et de la réconciliation entre des personnages et leur passé, assigné en toute lucidité, ce passé, à la place qui lui échoit, pas plus, pas moins. Alors, il est aussi des œuvres dans lesquelles la mesure du temps historique s'absorbe, in fine, dans la mesure d'une assertion géographique. Avec les romans de Marie-Hélène Lafon, il n'est humain que par capillarité avec une nature agissante, en l'occurrence, comme chez Michon, Bergogneau, Jourde ou Mathieu Riboulet, les âpres et archaïques campagnes du centre de la France, le Cantal, la Creuse. Ces écritures déplacent la saisie du personnage en diffractant son instantiation dans des réseaux d'ensemble qui le thématisent partiellement, des lieux, des objets, des atmosphères, mais aussi dans des réseaux énonciatifs qui le disséminent. Dans Le Soir du chien, donc, l'un des premiers romans qui a fait connaître Marie-Hélène Lafon au début du XXIe siècle, les actants romanesques sont les éléments de cette nature dont le cycle semble ignorer les cadrans humains, mais détermine la sensation, le sentiment et la mesure du temps. Autres actants, les animaux et les objets, constituant des médiateurs entre l'homme et le lieu. Ils engagent des modes de présence temporels et spatiaux au monde auxquels l'humain participe sans toutefois s'assigner pleinement à eux. L'un, immanent, marque la coïncidence comme animal de l'être vivant à son milieu ambiant. L'autre, l'inscription de l'objet dans un cycle long qui, sans rejoindre celui de la nature, projette l'être dans un rapport au temps qui outrepasse ses propres limites existentielles et donc permet d'en objectiver aussi, avec le sentiment de la continuité, une conscience. Dans ce roman, où prévalent la figure du chien, déclencheur de l'événement, et celle de la maison perdue dans la montagne, foyer à la fois matriciel et sépulcral, investi de la trace de tous les couples qui y ont vécu puis qui l'ont déserté, l'humain participe tout autant d'une mesure animale à laquelle il identifie son corps et sa chair, sa jouissance et sa souffrance, mais aussi d'une mesure objectale qui rend possible les actes de conscience, la dureté de la pierre, par exemple, au contact de la montagne. Alors, à cette capillarité du personnage et d'actants romanesques non humains se superposent celles de multiples figures humaines dont les voix et les discours interfèrent dans une narration polyphonique conçue comme un véritable mixage énonciatif. Est ainsi réfuté ce qui rendrait possible la cristallisation de l'humain à l'échelle d'un personnage, et du personnage, il ne reste finalement que pour seule unité de mesure indivise les récits,
que l'auteur multiplie et célèbre de façon spéculaire et répétée dans son roman, entre autres quand elle prête à l'un des personnages secondaires, une bibliothécaire, cette parole: elles avaient une histoire, les femmes du village, elles avaient une histoire puisqu'elles me la racontaient. Par là même semble reconduit la puissance de la littérature à subsumer les récits de vie et celle du roman à se faire un récit des récits, à transmettre de la sorte des états singuliers de narration et de langue, quelques voix émouvantes dans une sorte d'infini chuchotement prêté au monde. Alors, pour conclure peut-être, quelques éléments de synthèse. Réévaluation critique de la notion d'humanisme et parfois même peut-être aussi du concept d'universalisme. C'est ce qui me semble être en jeu dans ces romans et aussi dans un certain nombre d'autres romans qui leur sont contemporains. Dans la mise en perspective satellitaire des personnages sont comme formulées les conditions d'un humanisme qui serait défait de toute arrogance d'espèce, de toute prétention à un universalisme dont l'homme constituerait le centre, il n'en est plus, aussi bien que la fin. On n'ose plus en projeter. Et qui justifierait par principe ces moyens d'intervention. Dans ces récits, l'être au monde s'appréhende comme une présence déplacée, davantage que comme une présence intervenante, une présence déplacée en quête de sa propre position. Alors, ces romans sont ceux d'un tournant de millénaire dans lequel se multiplient aussi les tentatives de penser le monde en termes d'histoire connectée, tant à l'échelle des civilisations, c'est-à-dire loin du seul tropisme occidental et d'un européocentrisme daté, donc tant à l'échelle des civilisations qu'à celui aussi de la planète. Penser l'humain, donc, en termes d'interaction avec les autres formes du vivant. Tout aussi bien, me semble-t-il, et c'est peut-être l'un des éléments les plus intéressants sur le plan critique de la lecture de ces romans, c'est qu'ils entretiennent un doute critique face aux résurgences de ce qui s'apparente ou s'apparenterait à un néo-universalisme de conquête sur fond d'avènement d'un village global qui rassemblerait les périphéries, sur fond d'immersion dans les espaces infinis virtuels de la toile, qu'on maîtriserait d'un clic et même moins, n'assiste-t-on pas, ici et là, à la résurgence larvée d'une vision progressiste de l'histoire, liée à l'essor des nouvelles technologies, pour la plus grande gloire de l'homme, vision d'autant plus restreinte qu'elle accompagne par ailleurs le constat de la défection des idéologies du progrès, héritées de l'âge des Lumières, et le constat d'un décentrement permanent de nos différents systèmes de repères. Quant à l'approche schismographique des personnages, ce sont les seuils et les degrés d'une humanité référée à la seule mesure de l'être qui sont en question et qui dessinent ou qui découpent ou qui pressentent comme un humanisme de proximité, dépris de toute forme de narcissisme, mais s'intéressant aux composantes multiples de l'identité de soi comme aux modulations les plus nuancées de la personnalité intime. Il s'agit de penser en quelque sorte le lien transsubjectif comme l'accomplit avec
l'humilité superbe et le talent tout en sobriété qu'on lui connaît, Annie Ernaux, dans son dernier ouvrage, publié le mois dernier, Regarde les lumières, mon amour, transférer la mesure de soi dans des unités qui contournent celles de la subjectivité, le moi, le moi-même, le moi-moi, mais aussi de l'intersubjectivité, l'autre moi-même, le moi par extension et ses cercles concentriques, le couple, la famille, le social. Penser ainsi la conscience et l'inconscient de soi en termes de transferts spatiaux et temporels dans des flux dont seuls les récits, les fictions sont à même de capter les lignes et parfois certaines figures romanesques d'esquisser une semblance. Je vous remercie de votre attention.